Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour cette conférence sur les biomatériaux pour la santé. La conférence a été organisée en partenariat avec les techniques de l'ingénieur. Donc, je suis Marie Bationneau, éditrice aux techniques de l'ingénieur, et nous avons un stand à la sortie A1 où vous pourrez venir pour avoir plus de détails sur nos collections documentaires. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Douard, enseignant-chercheur aux mines de Saint-Étienne, Philippe Laval, directeur de recherche à l'INSERM, et Christelle Combe, qui est professeure à l'INP de Toulouse et expert scientifique pour les techniques de l'ingénieur. Nathalie Douard qui va présenter l'évolution des biomatériaux et les challenges à venir vers une médecine personnalisée. Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation pour cette invitation pour les rendez-vous Carnot. Donc, je vais vous parler des biomatériaux et des challenges à venir, puisque la communauté scientifique et industrielle s'engage vers une médecine personnalisée. Donc, tout d'abord, en termes de contexte, donc la population vieillit, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Et les métiers de la santé s'attachent de plus en plus à accroître l'autonomie et la qualité de vie des patients. Donc juste pour rappel, les dispositifs médicaux, selon le Code de la santé publique, ce sont ça peut être un instrument, un appareil qui peut être destiné à être utilisé chez l'homme à des fins notamment de diagnostic d'une maladie ou de traitement d'un processus physiologique ou d'une blessure. Et ces dispositifs médicaux sont classés suivant différentes catégories selon leur degré de risque vis-à-vis du patient. Donc pour cela, cette notion de risque implique une notion donc d'invasivité chez le patient et une notion de temps de contact aussi vis-à-vis du patient ou des tissus lésés. Ainsi, un scalpel sera un dispositif médical de classe 1, tandis qu'un stent, qui est un dispositif médical implantable, sera lui un DM de classe 3. Donc c'est sur ces dispositifs médicaux de classe 3 que va porter mon exposé, et les exposés suivants d'ailleurs. Et je vais plus particulièrement m'intéresser aux biomatériaux utilisés pour élaborer ces dispositifs médicaux implantables. Alors en termes de chiffres, le marché des dispositifs médicaux, donc vu le contexte sociétal actuel, est un marché très actif. Il représente 220 milliards d'euros dans le monde. Et le domaine plus spécifique des biomatériaux pour les DM implantables est de 44 milliards d'euros. Dans le monde, et les prévisions pour 2017 sont une augmentation significative de ce marché. Donc, en ce qui concerne l'historique des biomatériaux, donc dans les années 60-70, s'est développée l'industrie biomédicale avec l'apparition des biomatériaux de première génération. Donc, à cette époque, industriels, chercheurs et cliniciens avaient un objectif particulier, selon les propos de Larry Hench en 1980. C'était d'utiliser les matériaux à disposition et de leur conférer des propriétés structurales adéquates pour remplir une fonction principalement d'ordre mécanique, par exemple une articulation. Le tout en minimisant les réactions biologiques qui pouvaient subvenir après implantation. Donc ce sont principalement des matériaux bioinertes qui sont utilisés à l'époque et on dénombre une 50aine d'implants donc élaborés à partir des matériaux existants, à savoir les métaux, les polymères et les céramiques. Et donc progressivement, les mentalités ont évolué. Elles ont évolué puisque nous avons eu par la suite une meilleure compréhension des réactions de la cascade d'événements biologiques qui intervient à l'échelle macroscopique à l'interface entre les matériaux et le tissu. Et c'est à partir de là que la communauté a commencé à se pencher sur l'élaboration de matériaux bioactifs capables de créer une liaison biomécanique avec les tissus vivants. Donc à partir de là, énormément d'innovations ont eu lieu en termes de chimie et en termes de procédés. Vous avez par exemple les polymères, des fils de suture en polymères dégradables qui sont apparus dans les années 84 et utilisés en routine en clinique. Les substituts osseux, par exemple le dispositif médical de chez Medtronic Mastergraft, qui est un dispositif, qui est un substitut osseux dégradable, qui peut être dégradé à différentes cinétiques selon les besoins du chirurgien, et qui présente une architecture poreuse pour faciliter son intégration dans les tissus vivants. C'est également la découverte du titane poreux qui sera utilisé, vous le verrez par la suite, pour élaborer des trachées, des larynx artificiels. Et ces innovations en termes de procédés ont également permis d'envisager des revêtements bioactifs à la surface de prothèses qui, elles, sont bioinertes, les prothèses de hanche par exemple. Alors ces succès cliniques sont à l'origine de nombreux dispositifs médicaux encore utilisés actuellement.
Cependant, il y a encore un nombre important d'échecs, notamment du fait de problèmes d'infection, qui peuvent donc entraîner des chirurgies de révision qui sont douloureuses pour le patient et qui sont coûteuses et qui sont donc non viables économiquement. C'est pour ça que les matériaux bioactifs ont évolué et il a été question à ce moment-là d'ajouter à ces matériaux un élément, une substance bioactive pour par exemple limiter les infections. Donc c'est le cas des substituts osseux chargés avec un antibiotique, par exemple la tétracycline ou la gentamicine, ou pour accélérer une substance active permettant d'accélérer la guérison. Donc c'est le cas notamment de ce produit commercialisé chez Medtronic, qui est en fait une éponge de collagène sur laquelle le chirurgien, préalablement à l'implantation, va venir charger un facteur de croissance, en l'occurrence ici une protéine recombinante, la BMP2, qui est une protéine qui stimule la repousse osseuse. Alors je parle beaucoup d'os parce que c'est un petit peu la spécialité de notre laboratoire. Donc cette protéine recombinante BMP2 chargée sur cette éponge de collagène, le problème, c'est que le facteur de croissance ici n'est pas utilisé dans des doses physiologiques et conduit à notamment, comme vous le voyez sur cette image en bas à droite, à des excroissances osseuses anarchiques localement au niveau du site implantatoire. Ces problèmes proviennent d'une mauvaise gestion de la physiologie de l'environnement naturel en fait du tissu considéré. Donc à partir de là, les mentalités ont continué à évoluer et on vise à continue à évoluer et vise à concevoir et à considérer le tissu dans sa globalité à une échelle physiologique et vise à reproduire la physiologie naturelle de cet environnement tissulaire. Et c'est de là qu'est apparue la notion d'ingénierie tissulaire. Donc ce concept de l'ingénierie tissulaire, c'est ce sur quoi chercheurs, cliniciens et industriels travaillent depuis une bonne dizaine d'années et vise à élaborer artificiellement des tissus vivants. Tout cela est parti du constat que l'anatomie humaine est constituée d'énormément d'organes qui sont constitués de plusieurs tissus organisés de manière très complexe. Vous avez également des fibres, des tissus musculaires, des vaisseaux sanguins, un squelette osseux qui est une organisation très complexe de différents tissus agencés autour et au contact de différentes cellules et en présence de différentes substances actives dans des doses vraiment physiologiques, dans des doses assez minimes. Et donc le concept de l'ingénierie tissulaire vise à reproduire tout cet environnement naturel ex vivo afin de régénérer ex vivo un tissu vivant qui pourrait être à terme implanté chez l'humain. Donc les composants principaux de l'ingénierie tissulaire sont donc des cellules qui peuvent provenir du patient ou d'une banque de cellules, des substances actives spécifiques au tissu considéré et à sa localisation. Et le tout sera déposé sur un biomatériau, ou plus communément appelé scaffold, en fait, échafaudage, qui va venir supporter ces cellules et ces substances actives pour jouer de concert afin de recréer le tissu vivant ex vivo. Donc tout l'enjeu de cette ingénierie tissulaire vise à reproduire cet environnement physiologique et notamment à reproduire un biomatériau qui présente une architecture à 3 dimensions, une architecture, une structure et une chimie qui miment l'environnement naturel. C'est notamment l'objet des travaux menés à Toulouse par le CIRIMAT, l'élaboration de matériaux biomimétiques. Et donc, effectivement, reproduire cet environnement et cette architecture à 3 dimensions, ce qui est devenu possible depuis quelques années, depuis l'apparition des techniques de fabrication additive. Alors la technique de fabrication additive, donc c'est une technique en plein développement, alors qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a été que récemment appliquée à l'industrie biomédicale. Donc cette technologie vise à reproduire, à partir d'un fichier de données numériques, à reconstruire couche par couche une architecture en 3 dimensions. Donc il existe plusieurs technologies, notamment la stéréolithographie ou la fusion laser ou le frittage laser, qui permet d'élaborer des implants de morphologie très complexe, en métaux, en céramique ou en polymère, et ce qui a notamment permis d'envisager la médecine personnalisée, et donc l'élaboration d'implants complexes, sur mesure, adaptés aux défauts à traiter. Et ces implants peuvent aussi être modulés en termes de microstructure, donc il est envisageable d'incorporer une macro et une microporosité particulière pour faciliter l'intégration de ces implants sur le site à soigner. C'est le cas notamment des implants développés par plusieurs équipes de Limoges. Vous avez ici un exemple d'implant crânien personnalisé, donc patient spécifique,
développé en hydroxyapatite. Donc c'est un phosphate de calcium qui mime la chimie naturelle de l'os, et développé par la technique de stéréolithographie. Et vous voyez que cet implant crânien présente à ses extrémités de la microporosité et de la macroporosité, qui permet justement de favoriser la colonisation cellulaire et l'intégration du matériau au contact des berges osseuses naturelles. Donc c'est la petite image sur la droite, où vous voyez l'interface entre l'implant et le tissu naturel. Donc ces technologies de fabrication additive, c'est un boom incroyable pour le développement de nouveaux implants. Et ça a également été adapté pour élaborer des implants vivants, des implants contenant des cellules, via la technologie de bioprinting, qui en fin de compte, c'est une technologie dérivée de l'impression jet d'encre, sauf que l'encre, les cartouches d'encre ici sont remplacées par des cartouches de cellules ou des cartouches de matériaux, un polymère, un hydrogel par exemple. Et donc il est possible, par cette technique de bioprinting, de reconstruire couche par couche en alternant des couches d'hydrogel de polymère et des couches de cellules. Donc il est possible de construire un tissu vivant, ex vivo, qui pourra être à terme, on l'espère, implanté in vivo. Donc vous avez un exemple en bas à gauche de la technologie développée à Bordeaux à partir d'un faisceau laser qui vient générer des gouttes de suspension cellulaire. Et en bas à droite, vous avez une image. Donc c'est une image d'un tissu artificiel de foie qui a été développé par la société Organovo, qui vous montre qu'il est possible donc de construire en 3 dimensions un tissu contenant différents types cellulaires en fonction du tissu donc considéré. Donc si l'on dresse suite à ce petit panorama, nous voyons que la communauté scientifique, et les industriels et les chercheurs ont commencé à travailler sur des implants qui étaient totalement inertes, et progressivement on a cherché à les rendre bioactifs. Et maintenant, l'avenir, c'est d'élaborer des implants vivants qui soient sur mesure. Mais là, tout un tas de problématiques réglementaires se poseront, notamment face à l'utilisation de cellules autologues. Alors, en ce qui concerne la fabrication additive, c'est en cours de normalisation. Il y a plusieurs instances qui travaillent dessus pour normaliser les techniques de fabrication additive destinées au biomédical. Par contre, il s'agira pour les industriels notamment de développer des systèmes qui soient viables économiquement pour envisager une production de masse de ces différents implants sur mesure. En tout cas, nous voyons que les évolutions, les mentalités ont énormément évolué. Nous sommes partis de l'idée de remplacer un tissu, un organe par un matériau inerte, à la notion de régénérer un tissu naturellement. Donc c'est tout l'enjeu de la médecine régénératrice qui est en pleine effervescence actuellement dans la communauté. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une success story qui est le larynx artificiel. Donc, comment nous sommes partis de l'in vitro, de conception du matériau jusqu'à l'implantation clinique et la première mondiale. Donc, ce travail a été réalisé avec la société Protype, également avec le laboratoire INSERM Biomatériaux et également donc tout ça dans le cadre de l'Institut Carnot MICA. Donc au niveau de contexte, il faut voir que la régénération de tissus, comme on vient de le voir autour des matériaux, est une problématique importante, notamment pour avoir le bon tissu au bon endroit et pour pouvoir mettre ensemble des types cellulaires très différents. Donc pour cela, il faut faire appel à des techniques issues des technologies issues des techniques de matériaux, conception de matériaux, mais également des technologies d'ingénierie tissulaire. Alors dans notre histoire, finalement, nous sommes attachés à une application spécifique qui avait été ramenée par un clinicien ORL, Christian Debris. Et donc la problématique est celui des cancers laryngo-trachéaux pour lesquels on pratique généralement une laryngectomie. Donc il y a une ablation de la partie haute de la trachée et du larynx, et ceci aboutit donc à un trou de laryngectomie. Donc actuellement en France, ça représente à peu près 2000 patients par an, et finalement c'est un acte assez traumatisant puisqu'on va séparer les voies respiratoires des voies digestives, et il n'y a strictement aucune prothèse sur le marché actuellement.
Donc il y a eu des stratégies bien sûr de greffe qui ont été tentées, de l'ingénierie tissulaire, tout ça avec des contraintes, notamment l'injection d'immunosuppresseurs. Et comme on est sur un terrain cancéreux, c'est toujours très très problématique. Donc actuellement, la laryngectomie est encore pratiquée et c'est la seule solution. Donc la société Protype, donc issue du laboratoire, a travaillé depuis 12 ans à peu près sur un assemblage de billes de titane pour essayer de reconstruire une trachée. Donc en gros, c'est un tube où va passer le flux d'air. Et donc c'est une technologie qui est issue de l'aérospatiale. Finalement, ce sont des billes en titane qui vont faire une centaine de micromètres. On va pouvoir moduler la taille des billes et surtout la porosité va permettre au tissu musculaire notamment de s'ancrer sur cette paroi et de pouvoir faire un tout et pouvoir comme ceci reconstruire finalement en partie la trachée et notamment ce qu'on espérait c'est reconstruire également l'épithélium dans le cœur du tube de la trachée. Donc les premiers travaux avaient été faits sur le petit animal puis sur la brebis et ce qu'on a vu c'est qu'on avait une très bonne colonisation cellulaire déjà. Et puis, l'objectif également, c'est d'utiliser les porosités de la prothèse pour pouvoir mettre un tissu conjonctif. Donc, le cahier des charges était celui-ci, avoir à l'intérieur de la trachée un épithélium respiratoire et à l'extérieur un tissu conjonctif. Donc, les billes de titane étaient là finalement pour apporter une rigidité à l'ensemble et pour s'affranchir des anneaux trachéaux. Donc, premières implantations chez le rat il y a quelques années, chez la brebis, très bonne intégration cellulaire. Ça marchait tellement bien que finalement on avait un excès de fibroblastes qui venaient coloniser la lumière de l'implant. Donc on avait des sténoses endoluminales. Et par contre au niveau du tissu épithélium, on avait pratiquement rien à l'intérieur de la trachée. En plus de ça, on avait un problème d'emphysème cutané, sous-cutané, c'est-à-dire que le flux d'air finalement passait à travers les pores de la prothèse qui n'était pas encore colonisé et donc on avait de l'air piégé sous la peau au niveau musculaire et donc des problèmes infectieux, inflammatoires, etc. Donc on avait un taux de mortalité d'environ 50%. Donc c'était la première finalement stratégie qui avait été utilisée. Et donc on s'est rendu compte que finalement il fallait aller vers des matériaux un peu plus innovants. Le titane seul suffisait pas. Donc on a associé le titane avec un polymère biodégradable qui est très utilisé dans le domaine des matériaux, donc l'acide polylactique. Et l'idée pardon. Je crois que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ouais, donc l'idée était de mettre le polymère à l'intérieur des porosités du titane. Ce polymère va se dégrader et va laisser place à un tissu. Donc on a fait appel à une technique un peu spécifique de freeze extraction pour pouvoir avoir des porosités quand même dans le polymère. Donc les billes en gris sont toujours les billes de titane et entre ces billes, on a un polymère légèrement poreux pour laisser passer les cellules, notamment les fibroblastes, mais pas trop, pour pas qu'on ait une colonisation excessive. Donc ça a très bien marché in vitro. On a pu retrouver la croissance de fibroblastes sans aucun problème à la fois sur le titane, mais également dans les porosités du polymère. Et puis, on a vérifié au niveau in vitro toujours, au niveau des cellules épithéliales, et donc on arrivait à avoir un tissu épithélial très très homogène à l'intérieur de la prothèse, donc qui était constituée de titane et de polymère. Donc on était assez content. Et puis quand on est passé aux expérimentations in vivo, donc à ce moment-là sur le lapin, donc ça c'est des études qui ont été faites il y a 2 ans. Donc quand on comparait le titane seul par rapport au titane plus polymère, eh bien, on voyait que titane plus polymère, on arrivait bien à bloquer la prolifération des fibroblastes. Par contre, on avait également une absence des emphysèmes, donc on arrivait à bloquer les problèmes de passage d'air dans les porosités de la paroi. Par contre, on avait toujours une absence d'épithélium dans les zones centrales de la prothèse. Donc on arrive à coloniser en partie seulement l'implant, mais pas suffisamment. Donc ça, c'est problématique. Alors, ça, c'est toute l'histoire pour la trachée. Voilà où on en est. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur la colonisation par l'épithélium. Et en parallèle, il y a eu, avec les chirurgiens, on a travaillé sur la partie larynx, donc la partie haute de la trachée, où il va y avoir une nécessité d'avoir un système de valves pour pouvoir empêcher les aliments de passer dans la trachée et pouvoir uniquement laisser passer les flux d'air. Donc pour ça, dans cette partie-là, on a travaillé sur le design d'une valve qui était composée à la fois de titane poreux et de silicone.
Donc, l'idée, bien sûr, c'était restaurer les trois fonctions principales de respiration, phonation, déglutition du larynx, éviter l'usage d'immunosuppresseurs et pouvoir avoir une méthode qui permette toujours d'appliquer la radiothérapie par la suite pour pouvoir terminer le traitement du cancer. Et bien sûr, compatible avec des systèmes d'imagerie conventionnels. Donc, c'est ce qui a été fait avec la société Protype. Donc, comment ils ont procédé? Finalement, ils ont utilisé un système en 2 étapes. Donc, pour les gens sensibles, je voulais juste te dire qu'il y a une petite vidéo. Donc, ceux qui sont sensibles peut-être peuvent ne pas regarder. Donc, ici, c'est l'implantation de la partie haute de la trachée. Donc, pour l'instant, du titane plein, avec une petite bague quand même de titane poreux. Et puis, un stent endoluminal en silicone qui sera retiré par la suite. Donc, on voit ici la première implantation chez l'homme qui a été faite en 2013. Donc, la partie haute est placée. Et puis, sur la partie haute, on vient avec un bouchon. On vient obturer la partie supérieure. Le patient a sa trachéotomie pendant quelques semaines. Et par la suite, on procède à la deuxième étape. Deuxième étape, eh bien, c'est l'implantation de la partie supérieure. C'est une valve que vous voyez ici. Donc ici, la valve va être placée en haut de la trachée qui a été implantée quelques semaines auparavant. Et voilà, vous voyez la valve avec un système de clapet qui finalement s'ouvre et se ferme à chaque fois que le patient va respirer. Donc cette valve, par contre, va être complètement étanche vis-à-vis des aliments. Donc il y a un système qui permet aux aliments de ne pas passer dans la trachée. Donc ça a été implanté chez 4 patients entre 2013 et 2014. Et ici, on voit par exemple, en radiographie, on voit le bol alimentaire qui va passer dans l'œsophage et qui ne va pas passer au niveau de la trachée. Donc c'était, bien sûr, ça constituait la première pose au monde d'un larynx artificiel, donc qui a été fait aux hôpitaux de Strasbourg. Et donc il y a eu toute une campagne de presse un peu plus tard qui a été faite. Et actuellement, on est dans une phase d'amélioration de la technique, bien sûr, parce qu'on a détecté quelques problèmes. Et donc on a toujours notamment un problème au niveau de la colonisation, la base de la trachée et du raccord entre la partie donc vivante et la partie inerte de titane. Donc finalement, cette histoire est un premier succès. Et puis ça a été faisable grâce à un partenariat finalement public-privé, notamment donc la société Protype qui est intervenue, qui a travaillé sur ce projet, avec un laboratoire public de l'INSERM, des biomatériaux, et puis également les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc le succès finalement est lié à cette entente entre ces 3 entités. Et donc vous pouvez voir que à travers l'organigramme que vous avez ici, des gens qui ont participé, il y a des gens de l'INSERM, des gens de l'hôpital et des gens du secteur privé de la société Protype. Donc voilà, tout ça s'est fait dans le cadre également d'un partenariat avec des membres de l'Institut Carnot. Donc en 2 mots, pour vous situer l'Institut Carnot, donc c'est un institut qui s'intéresse aux matériaux innovants et notamment au domaine de la santé. Donc il y a 3 domaines. Il y a santé, transport et bâtiment. Donc au niveau de la santé, l'idée c'est de rassembler des compétences de 14 partenaires dans une seule structure, un seul interlocuteur pour les industriels, notamment au niveau des matériaux fonctionnels, traitement de surface, et puis pour cibler un certain nombre de pathologies autour des biomatériaux. Donc vous pouvez venir nous rendre visite sur le stand 205 quand vous voulez cet après-midi. Voilà, merci de votre attention. Bien, bonjour à tous. Christelle Comte, donc je vais vous présenter un retour d'expérience sur des travaux qui se sont inscrits sur, je dirais, plusieurs dizaines d'années, au moins une vingtaine d'années, qui ont porté sur les apatites endocristallines pour la substitution osseuse. Et donc, je vais vous montrer comment on est parti d'études très fondamentales et on a pu arriver jusqu'à un dispositif médical qui est actuellement commercialisé. Donc juste, je commence par vous présenter très rapidement. Donc je fais partie de l'Institut Carnot Cirimat et dans cet Institut Carnot, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Phosphate Pharmacotechnie Biomatériaux qui s'intéresse aux matériaux pour la santé. En particulier, donc, elle a une entité qui est constituée de pharmaciens galénistes qui apportent des compétences en pharmacotechnie, en biopolymère et en expertise réglementaire. Et une autre composante qui se situe
à l'INP de Toulouse, qui donc est spécialisé en chimie des matériaux, en particulier des phosphates et des carbonates de calcium. Et donc nous mettons à profit nos expertises pour élaborer différents types de matériaux, principalement pour la substitution osseuse, donc sous forme de céramique, de dépôt, de suspension, de micro ou de nanoparticules. Donc le sujet que je vais aborder va porter sur ces substituts, ces matériaux pour le comblement et la substitution, voire la régénération osseuse. Donc bien évidemment, comme l'a déjà souligné au cours de la conférence d'introduction ma collègue Nathalie Douard, donc effectivement les causes de perte de défauts osseux sont diverses en raison donc de maladies, de traumatismes accidentels ou tout simplement liées au vieillissement de la population et aux maladies qui se développent. Une solution est, la greffe osseuse. Donc là, on est limité par la quantité disponible, parce que bien évidemment, il faut faire 2 interventions chez le patient pour pouvoir faire la greffe. Et puis, il y a des risques, effectivement, d'infection ou de rejet. Voire de la morbidité. Donc depuis une bonne trentaine d'années, un grand nombre de substituts osseux synthétiques se sont développés. Ces substituts synthétiques, on peut maîtriser leur composition, leur microstructure et donc leurs propriétés, qui soient sous différentes formes, donc céramique dense, poreuse, revêtement, ciment, pâte ou matériaux composites. Alors juste très brièvement, je vous présente de comment est constitué l'os. Donc c'est une architecture très complexe. La nature fait bien les choses, mais c'est assez compliqué, effectivement. Donc vous avez une première structure qui se retrouve sous forme de lamelles concentriques de collagène et de phosphate de calcium, qui sont arrangés donc de façon concentrique, qu'on appelle des ostéons. Et si on regarde un peu plus finement ces fibres de collagène, voilà à quoi ça ressemble, là, complètement à droite sur la diapo. Vous voyez que ces molécules de protéines sont organisées en hélice et en fait, le minéral osseux vient se loger dans les interstices et puis ensuite se développe au fur et à mesure de notre croissance, et donc de la croissance osseuse. Vous avez le minéral osseux qui se développe de par ces interstices et s'étend tout autour de ces fibres de collagène. Si on regarde un petit peu plus, si on extrait ces minéraux, on voit que ce sont des tout petits cristaux de taille nanométrique, en fait, qui sont sous forme de plaquettes. Et si on regarde encore plus finement, donc d'un point de vue chimie, composition chimique, en fait, beaucoup de personnes disent que c'est une hydroxyapatite, CA10, PO4 6 fois ou H2 fois, mais en fait, c'est pas vraiment une hydroxyapatite, c'est une hydroxyapatite qui a des lacunes. Hein, vous voyez ici des lacunes cationiques de calcium et des lacunes anioniques également, et qui a des substitutions aussi. Et donc, de fait de cette différence de composition et la présence de ces défauts, l'apatite de l'os est beaucoup plus réactive qu'une hydroxyapatite synthétique stoichiométrique qui est en particulier commercialisée. Donc là, je passe très rapidement, c'est notre activité en fait, et un des fils rouges de notre activité, c'est de comprendre comment se forme, comment évolue et comment on peut substituer le minéral osseux, le tissu osseux. Et pour cela, on a développé depuis un certain nombre d'années des travaux à partir de modèles synthétiques, qu'on appelle des apatites nanocristallines, on a développé des méthodes de caractérisation très fines pour bien comprendre comment leur structure, leur composition et leur réactivité. Et tout ça, je vais vous montrer comment on l'a mis à profit pour élaborer des matériaux bioactifs pour la substitution osseuse, donc sur des aspects synthèse, fonctionnalisation, mise en forme et jusqu'au transfert de technologie. Donc, on va regarder juste la partie de gauche de ce diaporama. Donc, ces apatites nanocristallines, on sait les préparer in vitro par simple précipitation à pH physiologique et à température ambiante, en fait. Et vous voyez ici qu'on obtient des cristaux
de taille nanométrique également, qui sont analogues en fait à ce que je vous ai présenté pour les minéraux extraits donc d'un tissu osseux. Et en termes de composition, donc on peut avoir aussi une apatite qui n'est pas stöchiométrique, c'est pas une hydroxyapatite, et du fait des nombreuses possibilités de substitution, soit au niveau cationique, soit au niveau anionique, on peut doper ces apatites, par exemple avec des ions qui vont pouvoir avoir un effet biologiquement actif. Donc toutes ces méthodes, après avoir synthétisé ces cristaux, on a cherché pendant de nombreuses années à étudier leur composition, leur structure et leurs propriétés en termes de réactivité, parce que le minéral osseux, c'est pas un minéral qui est figé. Notre os, il vit tout au long de notre vie. Il est très réactif. On a essayé de comprendre comment cela se passait. Donc toutes ces études ont permis, je balaye 20 ans de travaux, nous ont permis d'aboutir à proposer un modèle pour ces apatites nanocristallines qui sont en fait constituées d'un cœur très bien cristallisé d'apatite et d'une couche hydratée en surface qui, quand on voit une coupe ici, en fait, dans cette couche hydratée, vous avez des ions qui sont très mobiles, très labiles et qui peuvent facilement s'échanger avec le milieu environnant et qui, en fait, permettent d'expliquer la réactivité de notre minéral osseux tout au long de notre vie. Donc une très grande réactivité de surface de ces apatites, qu'elles soient biologiques d'ailleurs ou synthétiques, telles que nous les avons étudiées ici. Et donc l'idée a été de mettre à profit cette réactivité de surface pour, par exemple, donc essayer de consolider, de passer de cristaux, donc de particules, à des céramiques massives, donc de mettre à profit en fait cette couche hydratée pour associer des cristaux et consolider des cristaux et préparer des céramiques à basse température, parce que si on élimine cette couche hydratée, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de réactivité. Ou encore pour élaborer des revêtements, en fait, profiter de cette couche hydratée et des échanges ioniques pour favoriser le revêtement de matériaux métalliques ou céramiques, ou encore la fonctionnalisation du fait de ces possibilités d'échange avec la surface. Et donc, je vais terminer cette présentation par un exemple de collaboration avec une PME de la région Midi-Pyrénées, la PME Technimed SA, donc qui commercialise, comme pas mal d'autres entreprises du domaine des substituts osseux, des céramiques à base d'hydroxyapatite et en particulier des céramiques biphasiques hydroxyapatite bêta-TCP, qui sont des céramiques poreuses, commerciales donc. Ici, nous avons travaillé avec du 65% apatite, 35% TCP, donc c'est assez poreux, vous avez ici la taille des pores, mais du fait que c'est une hydroxyapatite stöchiométrique, en fait, ces céramiques ont une faible surface spécifique et donc une faible réactivité de surface, donc une faible bioactivité. Donc nous avons pensé à mettre au point un dépôt d'apatite nanocristalline pour activer, entre guillemets, la surface de ces céramiques. Et pour cela, on a envisagé de faire un dépôt et éventuellement d'associer à ce dépôt un facteur de croissance, donc la BMP2. Donc vous avez ici une photo des granulés poreux, en fait, à une autre échelle. Donc ici une photo même de la surface de la céramique commerciale, donc sans revêtement, telle qu'elle est actuellement commercialisée. Ici la surface avec le revêtement nanocristallin. Donc vous voyez effectivement la modification. Et vous voyez que ce dépôt, qui c'est d'ailleurs ici, on le voit un peu craquelé, recouvre. C'est une coupe du granulé, donc jusqu'à l'intérieur, les pores internes en fait de la céramique. Donc le revêtement fait à peu près de 1 à 5 microns et il recouvre même les pores internes. On a mené aussi des études un peu fondamentales pour regarder si ce facteur de croissance, la BMP2, pouvait s'absorber à la surface de ce dépôt. Et effectivement, vous voyez ici que la quantité de BMP2 absorbée, elle est beaucoup plus importante pour les céramiques revêtues, ce fameux dépôt nanocristallin, par rapport aux céramiques non revêtues. Et ici, un même type de résultat avec un autre facteur de croissance. Et enfin ici, le résultat des études in vivo. Donc on a fait une implantation en intramusculaire, donc en site non osseux, chez le mouton, de 1 à 3 mois. Et vous avez ici donc des coupes histologiques, donc de la céramique non revêtue à 3 mois et sans
Là, c'est les coupes histologiques sans protéines. Et ici, les revêtus. On a évalué la quantité d'os néoformés et vous pouvez voir ici, on reconnaît même la forme des pores partout. Donc cet os néoformé sur les coupes, il apparaît en bleu. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup plus en termes de quantité sur la photo sur la coupe de droite par rapport à la coupe de gauche. Et effectivement, vous voyez que de l'os s'est nouvellement formé au contact des pores, c'est-à-dire là où finalement on a mis le dépôt nanocristallin. Et donc, si on regarde d'un point de vue quantitatif, vous voyez ici, ça, c'est la céramique commerciale de base. Ça, c'est la céramique revêtue. Ça, c'est la céramique au milieu. La céramique avec la protéine. Et la dernière, c'est celle qui a le full package, c'est-à-dire elle a le dépôt plus le facteur de croissance. Et donc, vous voyez ce qui est assez intéressant, finalement, c'est que la céramique avec le revêtement tout seul fait aussi bien en termes de néoformation osseuse que la céramique avec la protéine, le facteur de croissance. Et en termes de transfert de technologie, de s'affranchir de l'association et en termes de coût aussi pour la santé, effectivement, ça revient. C'est vraiment plus intéressant de partir qu'avec ce dépôt seul. Donc il y a un transfert de technologie qui s'est fait donc vers Technimed SA et donc il y a actuellement sur le marché depuis à peu près 2 ans donc un produit qui s'appelle Ceraform at Révolution. Donc la gamme de base c'était le Ceraform, la fameuse céramique poreuse à hydroxyapatite TCP brute commerciale entre guillemets sans dépôt, et le Ceraform at Révolution et la céramique avec le dépôt nanocristallin. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, rapidement.